Donc, petit 2, la conductibilité nerveuse. Donc, une des propriétés du nerf, c'est conduire l'influx nerveux. Donc, la conductibilité nerveuse, on va voir comme une loi de la conductibilité. Pour qu'il y ait conductibilité, ça demande des conditions, voilà, ou des conditions de la conductibilité. Donc, quelles sont les conditions pour que le nerf puisse conduire l'influx nerveux? Donc, on va voir ça en petit a. Donc, pour avoir une conductibilité, la fibre puisse conduire l'influx nerveux, la première condition, il faut que la fibre soit en état normal. On parle d'intégrité. Voilà, la fibre, le nerf doit être normal, doit être dans son intégrité, ne doit pas être lésé, ne doit pas être coincé quelque part. Voilà, c'est comme un goudron, même le goudron ici. Très souvent, je compare le nerf au goudron et l'influx nerveux au véhicule qui circule sur le goudron. Voilà, on peut faire ce parallélisme-là. Vous voyez que quand il y a des goudrons, il y a des trous, ça entrave bien sûr la circulation. Quand vous arrivez dans un trou, vous êtes obligé de ralentir et vous voyez que souvent, c'est un peu chose, hein, ça crée des difficultés dans la circulation. Donc, la première condition, c'est l'intégrité du nerf. Il faut que le nerf soit bien sûr intègre, que le nerf soit dans sa totalité, que les nerfs ne soient pas lésés, qu'ils ne soient pas corrompus quelque part, etc., etc. Donc, la deuxième condition, il y a bien sûr, il faut que le nerf puisse conduire l'influx nerveux dans un sens. On parle de sens de conduction de l'influx nerveux. Et le sens de conduction de l'influx nerveux, sur le plan expérimental, le nerf ou la fibre conduit l'influx nerveux dans les deux sens. L'influx est conduit dans les deux sens. Je dis bien expérimentalement. C'est-à-dire quand on isole un nerf, on veut étudier, on excite, on veut voir ce qui va se passer, on va voir la propagation de l'influx nerveux dans les deux sens. Et ce qui n'est pas le cas dans l'organisme. Voilà, donc in vivo, comme on le dit, dans un organisme, puisque l'autre là c'était in vitro, c'est-à-dire expérimentalement. In vivo, dans l'organisme, le nerf va conduire l'influx nerveux dans un sens précis, c'est-à-dire allant du corps cellulaire, d'abord, si vous voulez, des dendrites, du corps cellulaire, ensuite vers l'axone et les arborisations terminales. Donc cette conduction-là, elle est imposée donc par l'organisme vivant. Dans l'organisme vivant, donc la condition c'est vers le corps cellulaire, axone, ensuite arborisation terminale. Toujours. Donc la condition va se faire donc dendrite, corps cellulaire, axone, arborisation terminale. Ça c'est imposé donc dans un organisme bien sûr vivant. Mais de façon expérimentale, la condition va se faire donc toujours dans les deux sens. Si vous prenez un nerf isolé dans un laboratoire, vous l'étudiez, vous allez voir que l'influx va se propager dans les deux sens. Mais dans l'organisme, il y a un sens qui est imposé, qui va toujours corps cellulaire, axone, arborisation terminale. Donc, nos retenants sera comme ça. Donc, à petit b, nous allons parler de la vitesse de conduction de l'influx nerveux. Donc, petit b, vitesse de conduction. Petit b, donc vitesse de conduction. Donc, comment on va mesurer la vitesse de conduction de l'influx nerveux? On va avoir un dispositif avec un nerf ou une fibre avec des électrodes excitatrices et des électrodes donc, réceptrices. Donc, les électrodes excitatrices vont apporter l'excitation sur le nerf et il y a des dispositifs d'enregistrement grâce aux électrodes donc, réceptrices qui vont donc montrer le mouvement au niveau donc, de ce qu'on appelle un oscilloscope. On va avoir un écran d'oscilloscope, on va revenir sur ça tout de suite avec l'influx nerveux ou le PA. Et bien sûr, on va apporter l'excitation
sur la fibre au même moment. Mais vous voyez qu'il y a deux dispositifs d'enregistrement qui vont permettre donc d'enregistrer la vitesse, l'arrivée du PA au niveau donc de l'électrode réceptrice A et B, ensuite les électrodes réceptrices C et D. Donc on va enregistrer. Maintenant, l'enregistrement permet de constater cela. Donc vous voyez que ici on a donc ici l'électrode excitatrice qui va amener l'excitation et qui va être enregistrée donc au niveau donc de l'électrode réceptrice bien sûr, ici C à un temps donné, et ici bien sûr on va, puisque les excitations ont été portées au même moment, donc ici le premier dispositif, donc l'électrode va prendre donc, parcourir une distance entre l'électrode excitatrice et l'électrode réceptrice C, donc D1. Ensuite, on a bien sûr mesuré pour le deuxième l'autre dispositif, on a trouvé donc une distance D2 entre l'électrode excitatrice, c'est-à-dire au moment où on a porté l'excitation, et là où ça a été enregistré, donc au niveau donc, de l'électrode réceptrice donc A. Et bien sûr, comme l'excitation est portée au même moment, donc on va donc faire la différence. Donc la différence entre les deux distances. Voilà, puisque c'est une question donc d'enregistrement. Voilà, c'est la même excitation, mais qui a été enregistrée à un temps donné et à un point de notation A, ensuite à un point de notation B. C'est comme un courrier qui court et on prend le chrono, arrivé sous l'échangeur, on prend le chrono, tape à un temps T, et il y a un autre qui a, par exemple, si je prends le cas donc de l'échangeur de Gungain, voilà, il y a par exemple au niveau du feu du mix, on va prendre le temps du coureur qui est là, un temps il est arrivé là, donc quand il va arriver sous l'échangeur également, on va prendre. Donc en faisant donc chose, on peut savoir, en connaissant la distance entre le feu et puis bien sûr l'échangeur, on peut donc savoir à temps T il est arrivé là, ensuite il est arrivé au temps T2, on fait la différence. Donc comme par définition, pour calculer la vitesse, il faut faire la différence donc, de distance parcourue, la distance parcourue pendant un temps donné. Donc si on divise la distance par le temps, on va trouver donc la vitesse. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on a donc la distance parcourue ici, donc pendant un temps, et ça c'est D2. Donc ensuite, ici, le même influx nerveux a été enregistré à l'électrode réceptrice C, donc a fait la distance D1. Donc bien sûr, si on veut calculer la vitesse, on va faire ici, vous avez vu les enregistrements, et on a trouvé au niveau, donc, j'allais dire, de pics, on a fait les mêmes pics, donc on a fait la distance delta t, donc la différence de temps, bien sûr, entre les deux, c'est delta t. Donc on va calculer V à partir donc de delta d, différence de distance, sur delta t. Et ça va nous permettre donc de donner de la vitesse qui va être calculée souvent en mètres par seconde, et bien sûr en unité. Bon, c'est un peu abstrait comme ça, mais je pense qu'on aura l'occasion donc de revenir sur ça avec des exercices et des exemples plus clairs donc, pour approfondir. Mais nous retenons seulement qu'on va essayer à partir du dispositif de calculer donc la distance parcourue pendant le temps donné. Donc cette distance-là, pour le même influx nerveux, ça a été enregistré donc, au niveau de l'électrode réceptrice A, et donc ça fait une distance D2, et ça a continué sa route jusqu'à l'électrode réceptrice C, ça fait une distance D1. Donc on a fait la différence D1 et D2 qui donne delta D, et ensuite ici ça nous permet de mesurer le temps qui les sépare, puisque ici, de là à là, on a un temps delta t, et ce temps-là qu'on va avoir normalement au niveau de l'axe des abscisses, en mesurant bien sûr, avec une échelle, on va obtenir le temps, et ça permet de diviser par la distance, et ça nous donne donc la vitesse. Donc comme je l'ai dit, on va approfondir ça par des exercices par la suite, et ça permettra donc de mieux comprendre. Voilà, donc ce qui est donc du petit 2 sur la conductibilité nerveuse. Donc on va ensuite passer au petit 3, ce qui est l'influx nerveux ou le PA. Donc petit 3, influx nerveux ou PA.